sommes ravis d'accueillir Jean-Yves Girard pour la deuxième et troisième partie de son exposé. Voilà, tu peux commencer. Bon. Donc j'ai beaucoup parlé d'analytique. Je pense que j'ai réussi à cerner cette notion qui nous vient de Kant et qu'on a complètement oubliée en logique, complètement disparue en logique, ou très très mal représentée, disons, assez massacrée par la logique. Et donc, essayer de trouver un espace analytique. Et donc, l'analytique, c'est vraiment l'espace de l'absence complète de doute. Hein? Et cette absence de doute, on la paye par l'absence de sens. Vous n'avez pas de doute parce que vous n'avez pas de sens. Le sens, c'est l'engagement. L'analytique, c'est quand vous ne vous engagez pas. D'accord ? Hein? Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'engager. Bien sûr, il faut s'engager, mais on risque de se tromper. Hein? Et donc, l'espace analytique, j'ai dit tout sur la table, y compris la table. Et le genre de choses qu'on ne va pas mettre sur la table, très souvent, c'est le processus d'explicitation. Alors là, il faut être extrêmement... Là, je fais de la logique, je dois être extrémiste. Hein, extrémiste. Si je vous parle d'analytique, en voyant à peu près ce que ça peut vouloir dire en politique, en art, etc., bon, c'est pas la peine d'être extrémiste, bon, on se contentera d'approximation. Mais on est en logique et on s'aperçoit que les petites erreurs, les petites approximations en logique créent les grandes erreurs. D'accord ? Et on ne peut pas être approximatif, il faut vraiment être extrémiste. Quand je dis tout sur la table, y compris la table, eh bien, il faut penser au processus d'explicitation. Et donc, un des défauts, par exemple, du lambda calcul pur, il n'est pas vraiment analytique. Pourquoi ? Ben parce que le processus d'explicitation du lambda calcul est extérieur au lambda calcul. Vous avez les termes, puis vous avez, d'autre part, vous dites, regardez comment je fais, vous voyez que c'est quelque chose d'autre. On vous dit, ben, très bien, moi je mets le lambda terme ici, je mets la manière de faire, la bêta conversion ici. Et alors, ben vous n'avez pas tout mis sur la table, parce que qu'est-ce qui vous dit que vous avez bien appliqué ceci à ceci ? Vous avez besoin d'une troisième vérification. Et puis vous allez continuer, vous allez me dire que je pinaille, mais je ne pinaille pas, parce que c'est sur des choses comme ça que certains programmes se sont cassés la gueule. Donc il faut trouver vraiment quelque chose où il n'y ait pas ça, où il n'y ait pas l'objet et son explicitation. Il faut que ça soit tout d'un bloc. Alors, évidemment, si ce n'était pas possible, ben, je conclurais différemment en disant, ben oui, ce n'est qu'une abstraction de Kant. Hein. Comme la réalité, plus tard, on verra que ça n'existe vraiment pas. Ce n'est qu'une approximation. Là, par contre, c'est possible. Et en fait, plusieurs traditions mènent toujours au même objet. On trouve toujours, il y a un objet qui est l'objet analytique. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on demande ? Donc, on demande que tout soit... j'ai fait une bêtise, j'ai prévu ma tablette pour savoir un peu à l'avance les bêtises que je vais raconter. Et là, je découvre moi-même ce que je raconte. Alors, c'est un peu dommage. Là, normalement, c'est mieux que j'ai un petit peu d'avance sur vous, n'est-ce pas ? Hein ? Sur la table. Voilà, exactement. Donc, il faut que j'ai un peu d'avance sur vous, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord ? Bon, alors, donc parmi les qualités de l'analytique, ça va être fini. Le fameux finitisme hilbertien, il a absolument raison. Il a tort sur presque tout, Hilbert, mais il n'a pas tort là-dessus. Tout est là, il n'y a pas de référence externe. Quand vous dites un objet, il est vraiment là. Et c'est pas le nom pour un truc infini, c'est pas un téléphone qui réfère à quelque chose d'infini qui est ailleurs. C'est pas le nom de Dieu avec une espèce de... Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein? Il n'y a pas de sens. L'objet analytique n'a aucun sens. Alors comment est-ce qu'un objet peut n'avoir aucun sens, un objet logique peut avoir aucun sens ? Ben, tout simplement, vous le considérez comme locatif. Par exemple, la lettre G de X veut dire X posé à gauche. D de X veut dire X posé à droite, par exemple. C'est locatif. Je ne m'engage absolument pas. Je dis, bon, j'ai mis les objets à certains endroits. Hein. Alors attendez. Comme ça. Voilà. On va y arriver. D'accord ? Et le processus d'explicitation fait partie de l'objet. Donc
toutes les questions dont je parle, ce n'est pas du tout la mise en œuvre d'un programme dogmatique. Je me suis vraiment posé les questions en prenant au sérieux ce qu'avaient dit les gens. Et par exemple, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que l'explicitation faisait partie de l'analytique. Le processus d'explicitation de l'analytique, il est vraiment là. Et donc, il faut qu'il soit dans l'objet. Alors, est-ce que ça existe, des objets qui s'évaluent quelque part, sans processus externe? Ben oui, ça existe. Et ça nous vient de la logique du XXe siècle, donc qui commence vers 1930, ça nous vient d'Herbrand. Hein, Herbrand, donc, il résout donc une équation, c'est lié bon, à un projet complètement obsolète de finitisation des mathématiques, mais en tout cas, bon, le théorème d'Herbrand est une chose très très importante, et qu'on retrouvera pour quelque chose d'autre, et il est important pour déjà ça, pour l'unification. Quand on doit, à l'époque, c'est pour pouvoir choisir une substitution. Et donc, quand il y a une substitution qui vérifie quelque chose, il y en a une qui est une mère de toutes les substitutions, qui engendre les autres. Hein. D'accord? Donc, l'unificateur principal, ça s'appelle. Hein, donc, soit il y a un unificateur principal, soit ça ne s'unifie pas. Hein. Et donc, on peut voir l'unification comme le branchement de deux câbles. Et l'unification, c'est de choisir à l'intérieur des câbles des brins. Les câbles vont en général pas se brancher directement comme ça, si vous voulez, ça c'est un câble, mais ils vont se brancher, c'est des brins qui vont se brancher. Je mets ça contre ça, mais c'est deux brins qui vont se brancher. C'est ce que dit l'unification. Et en créant ça, évidemment, on crée une dynamique parce qu'on découpe un machin en sous-brins, etc. Et ce n'est pas du tout un processus externe, c'est juste la mise en contact des objets. C'est physique, si vous voulez. Hein, il n'y a pas besoin d'une référence externe. Donc ça va très très bien. Alors j'ai décidé d'utiliser le mot étoile pour des ensembles finis de termes. Donc c'est les termes au sens de l'unification. Je ne vous explique pas ce que c'est que l'unification. Hein, je suppose que vous la connaissez. On la connaît en logique, on la connaît en informatique. Hein, c'est la même. Ensemble fini de termes colorés. Alors j'expliquerai ce que c'est que la couleur après. Hein. Et ce que j'appelle constellation, j'avais utilisé le mot galaxie avant. Mais je trouve que galaxie, vu la taille des objets qu'on arrive vraiment à écrire directement comme ça, c'est un peu prétentieux. Alors, constellation, bon, comme ça, vous en mettez que 5-6 et vous êtes dans la grande ours, voilà. Donc c'est un ensemble fini d'étoiles. Hein. Et alors, la distinction implicite-explicite, je vous ai dit hier qu'elle était subjective, qu'il ne fallait pas l'essentialiser. Il faut toujours éviter d'essentialiser. Il faut toujours éviter de faire cette erreur de penser qu'on sait déjà à l'avance ce que les choses veulent dire. Ici, moi, je ne sais rien à l'avance. Hein. Et donc, on va pas. Explicite et explicite, c'est très simple. C'est ce qui est coloré, ce qui n'est pas coloré. Donc, parmi une des couleurs, il y en a une qu'on va appeler noire. Les couleurs, c'est simplement des lieux. Hein. Prenez-les comme des lieux particuliers. Hein. Bon, il ne faut pas imaginer qu'il y a une distinction, c'est juste une manière de parler, imager de parler. Hein. Et ben, vous dites que ce qui est noir est explicite et ce qui est coloré est implicite. D'accord? Et bien, quelle est l'explicitation? C'est l'élimination des couleurs, point. Et bien, ça marche. Ça marche. Hein. Vous prenez là, vous rappelez votre cours de photographie. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de photocouleurs quand j'avais, il y a 40 ans. J'ai passé mon temps dans le laboratoire à faire de la photocouleur. Donc je connais bien les couleurs, les jaunes, magenta, cyan, les couleurs complémentaires, etc. Ben, vous prenez des couleurs complémentaires et vous les branchez. Donc je donne un exemple. Hein. Et ben, vous avez donc dans une constellation, est-ce que j'ai pas fait de bêtises au moins? Dans une constellation, vous avez une étoile que j'ai notée gamma virgule T et une autre étoile que j'ai notée U virgule delta, et T est rouge, alors que U est cyan. C'est la couleur complémentaire. Hein. On l'appelle le couramment turquoise en français. Hein. Mais en photo, ça s'appelle cyan. D'accord? Hein. Et bien tout simplement, ce que vous faites, par contre, il y a une erreur sur le truc. Ça ne donne pas gamma delta, ça donne gamma θ, virgule, delta θ. Hein. Ici, il y a une grosse erreur. Hein. Vous voyez, il faut unifier. C'est gamma θ, delta θ. Hein. Et ben voilà, et ben alors, gros travail, j'ai passé des années à faire ça, je suis passé par des intermédiaires très compliqués, et finalement, tout le lambda calcul, tout ce qu'on connaît autour de ça, peut s'expliquer comme ça. Hein. Et ça vérifie, c'est une très bonne analytique, parce qu'elle vérifie Church-Rosser. Ça veut dire quoi? Prenez deux paires de couleurs complémentaires. Donc vous avez rouge et cyan, et puis prenez une autre paire, disons bleu et jaune. Hein.
eh ben, vous pouvez soit d'abord éliminer le rouge cyan et puis après éliminer l'autre, ou vous pouvez faire cyan égale bleu, rouge égale jaune, et puis éliminer d'un coup, ça vous donne le même résultat. Les conditions de convergence sont les mêmes, les conditions de terminaison sont les mêmes, puisque vous comprenez très bien que cette élimination, elle n'a aucune raison de... D'abord, elle représente tout, donc elle va représenter delta, delta, enfin tous les trucs qui ne marchent pas. Hein. Et bien entendu, vous voyez bien que quand vous unifiez des brins, vous créez des duplications. Hein. Bon, c'est très clair. Hein. D'accord. Donc c'est Church-Rosser. Donc c'est une bonne analytique. Hein. Et ça répond à divers paradigmes. Donc la normalisation du lambda calcul. Bon, techniquement, ça ne vient pas du lambda calcul, ça vient de la logique linéaire. C'est à partir de la logique linéaire qu'il était possible de penser ça. Mais bien entendu, logique linéaire, on peut la voir comme une manière de lire le lambda calcul, c'est pas idiot. Ça marche aussi pour la recherche de preuves. C'est ce qu'ont trouvé les gens qui ont fait la méthode de résolution. La méthode de résolution, c'est la composition comme ça, la recherche de preuves, et simplement, au lieu d'avoir les couleurs, eh ben, vous mettez les prémices en rouge et les conclusions en cyan. D'accord? Donc c'est un cas particulier. Donc au niveau théorique, vous voyez, il n'y a pas de différence entre l'espace analytique de la recherche, de démonstration, et l'espace analytique de la normalisation. Et les gens, bon, mais moi j'ai perdu un peu, ça ne m'intéresse pas trop, mais on trouvera très facilement dans la littérature des tas d'autres exemples qui sont des variantes de ça. Et ça, c'est le seul espace analytique. J'ai été chercher des tas d'autres trucs, on arrive toujours à ça. Donc ça, c'est l'objet où se place vraiment, c'est l'objet, si vous voulez, c'est la réalité au sens brut, non structuré, hein, logique. Mais ça ne veut rien dire. Alors ce que ça ne sait pas faire, ça ne sait pas faire le non-déterminisme. Alors plus tard, je vous expliquerai comment on fait le non-déterminisme. Pourquoi? Parce que, comme c'est un machin local, si vous avez le choix entre plusieurs choses, ça va faire un choix, ça va se composer avec l'un ou avec l'autre. Mais vous voyez, c'est Alzheimer parce que ça ne va pas se rappeler. Donc ça pouvait représenter le calcul, par exemple, non déterministe log-space, qui est vraiment du calcul à Alzheimer, vous n'avez aucune mémoire. Vous ne pouvez pas représenter le NP. Parce que NP, si vous avez choisi une variable, vous avez choisi qu'elle est vraie, et bien la même variable, il doit rester vrai partout ailleurs. Alors que ce machin-là, il ne le fera pas. Hein. D'accord? Voilà. Alors, seconde lumière, les questions. Le synthétique ou le format. Donc voilà un autre élément de la boîte à outils ancienne, le synthétique. Hein, que je vais appeler le format, qui me semble un mot beaucoup moins effrayant et tout à fait adapté. Donc qu'est-ce qu'une question? Alors ici, vous voyez que quand je dis que la logique est à la limite de l'irrationnel, je vais loin, je vais chercher la table Ouija. Ouija, c'est oui et ya. Donc c'est une double affirmation. Et qui est-ce qui utilise ça? Eh bien, c'est les spirites. Les spirites, c'était breveté vers 1890, c'est une table où il y a des lettres, il y a des machins, oui, non, et alors ils se réunissent, etc. Et puis, au bout d'un moment, l'hystérie collective fait qu'il y a un esprit frappeur. Donc vous mettez le doigt quelque part, on entend boum, ah, ça veut dire oui, tiens. Alors, la question très intéressante à poser là-dessus, je ne me fous pas du monde quand je raconte ça, c'est bien sûr que c'est irrationnel, mais pourquoi c'est irrationnel ? Pourquoi c'est irrationnel? Eh bien, moi, je vais vous présenter une table Ouija qui va prétendre être rationnelle. Vous voyez, vous prenez ça, vous mettez ici, vous reproduisez la machine Ouija, et puis vous mettez le doigt, et puis quand ça fait bip, ça vous donne une réponse. J'appelle ça la tablette Ouija, d'accord? Avec un bip frappeur. Ici, vous n'avez pas d'hystérie collective, vous n'avez pas besoin de croire aux revenants, etc. Est-ce que c'est devenu rationnel pour autant? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que quand vous mettez le machin, vous mettez sur la touche oui, elle fait bip. Est-ce que ça veut dire oui? Non. Pourquoi ça veut dire oui? Il faudrait croire une espèce de merveilleuse sémantique qui vous dirait que quand vous avez écrit sur un machin oui, ça veut dire oui. Ça veut simplement dire toucher. Ça veut dire toucher, c'est comme à la bataille navale, vous avez touché, le bon point c'est locatif. Vous avez mis le doigt où il fallait. Hein? Il y a quelque chose qui est douteux, un deuxième élément qui est douteux dans la tablette Ouija, c'est que la réponse est instantanée. Vous avez tout de suite la réponse, alors que l'indécidabilité, normalement, sur une question, ben, ça peut prendre du temps. Et on a vu que le fossé implicite-explicite, c'est en particulier qu'on ne sait même pas
Combien de temps ça va prendre? On ne sait même pas si ça ne va pas prendre un temps infini. Hein? Donc, mais ça nous a permis quand même de comprendre pas mal de choses. Alors, la tablette Ouija, elle n'est pas capable de répondre à une question comme ça. Résoudre x2 plus moins 3x plus 2 égale 0. Vous imaginez pas répondre ça, résoudre ça avec, en mettant le doigt quelque part, c'est pas possible. Hein? Bon, ou alors, et maintenant, un autre type de question où on ne répond pas par oui. Imaginez, je vous pose une question, ai-je reçu un cadeau? Vous imaginez qu'on vous réponde oui? Non, vous dites, j'ai reçu un cadeau, oui, un lecteur DVD. Je vais vous faire remarquer qu'on ne pourrait pas vous dire, si la réponse était non, on ne pourrait pas dire non, vous n'avez pas reçu de lecteur DVD. Hein? Vous voyez, c'est tout le problème du contenu constructif de la négation. On ne peut pas dire non, vous n'avez pas reçu de... Hein? Alors, donc, la réponse, en général, c'est un oui et un témoin constructif. Un témoin constructif. Alors, j'emploie le mot témoin et non pas le mot preuve, parce que, disons, BHK, une des grandes idées, je reviendrai en 1930, dit que démonstration égale témoin. Mais ça ne marche pas. Logiquement, honnêtement, ça ne marche pas. Il y a un truc qui cloche. C'est le troisième exposé, bon, on a expliqué ça. Hein. Bon, quand il y a un témoin constructif, bon, mais par contre, le témoin, il n'y a aucun doute, et c'est une grande conquête, disons, de Brouwer, parce que, oublions un peu Haitink, qu'il n'était qu'un porte-plume, hein, c'est une grande conquête de Brouwer d'avoir compris ça. Hein, et c'est très intéressant parce que ça nous débarrasse de la question résoudre l'équation, parce que vous posez la question, y a-t-il des solutions à l'équation? Et vous voyez, la réponse est oui, par exemple, x égale 2, ou oui, x égale 1, vous pouvez imaginer une réponse qui donnerait toutes les solutions. Enfin, hein? Vous voyez que donc on peut se ramener à la question logique auquel on répond par oui, nous suffit si on prend le côté constructif. On se débarrasse de quelque chose. Quand en science on peut réduire de manière, se débarrasser de certaines choses de manière honnête, pas simpliste, évidemment, c'est merveilleux, hein, c'est sûr. Bon. Alors, maintenant, savoir pourquoi la réponse répond, c'est extrêmement compliqué. Si vous prenez Frege, il dirait c'est très simple, il y a quelque part le livre des questions, le livre des réponses, on l'a mis ensemble. Oui, et on peut oublier ce genre de choses, ça nous avance nulle part, c'est une espèce de réponse religieuse. Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi vous avez reçu un lecteur DVD, eh bien, il faut voir que c'est vraiment un lecteur DVD. Il ne faut pas faire confiance à Frege qui vous dit que c'est un lecteur DVD. D'accord? Et donc, vous posez une question subsidiaire. Vous lui fournissez un DVD. Un lecteur DVD? D'accord, très bien, allez. Je te file un DVD. Ah! Mais la machine, elle réagit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous donne une réponse subsidiaire. En fait, elle vous pose une question. Elle vous affiche un menu. La machine vous affiche un menu. Hein? Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux faire? Avec ça, tu veux le lire, tu veux machin, tu veux le menu, je sais pas, les sous-titres, tout ce que vous voulez. Je pense que vous avez tous utilisé des lecteurs DVD. Et donc, question subsidiaire, eh ben, je choisis dans le menu, je choisis quelque chose dans le menu, et ça peut être je veux voir le film, etc. Bon. Et vous voyez que le processus de questionnement va finalement produire la réponse. Va finalement produire le fait que la réponse correspond à la question. Et vous voyez que là, je n'ai strictement utilisé aucune espèce de truc, genre sens des notations, cette espèce de métaphysique qu'utilise justement le logicisme hein, de Frege, Russell, Tarski, etc. Hein. D'accord? Et alors, on se trouve en fait devant une réalité brute, confuse, qui est cette réalité du questionnement. Vous voyez que vous avez des questions, des réponses, et au bout d'un moment, on ne sait même plus qui questionne, qui répond, puisqu'ils sont sans arrêt en train de se questionner l'un l'autre. Et c'est dans ce processus-là que se crée la réalité de la réponse. Est-ce qu'on peut... Alors, la polarisation, que je n'emploie pas dans le sens où on a pu l'utiliser en logique, c'est une polarisation objet-sujet. On va distinguer un objet et un sujet. C'est comme ça qu'on va arriver à comprendre la réalité brute. Hein.
Donc, vous allez avoir, d'un côté, vous allez distinguer dans ce processus global un objet qui est perçu comme une réalité stable, hein, d'un sujet qui est perçu comme un observateur, comme une question, et qui est instable. Qui est instable, il est subjectif. Hein, c'est nous quand nous regardons les choses. Hein. Alors, témoin et épreuve. Alors, je reviens, c'est le transparent précédent. Hein. Et alors, la grande difficulté de la science, c'est la détermination du sujet. Et ça va pratiquement nous occuper tout le temps parce que, en fait, c'est une chose extrêmement difficile de savoir où est le sujet. L'objet, où est le sujet. Extrêmement difficile. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple de changement de détermination de sujet, la théorie de la relativité, il y a 100 ans. Eh bien, on a décidé que le temps qu'on avait mis du côté de l'objet était en grande partie du côté du sujet. D'accord ? Hein ? Et c'est beaucoup plus dramatique avec la mécanique quantique parce qu'on ne sait pas. Si vous prenez le paradoxe EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, il s'agit de deux mesures corrélées alors qu'elles ne devraient pas l'être, parce que donc deux trucs qui sont à distance corrélés alors qu'elles ne devraient pas l'être. Hein. Eh bien, il est évident que la seule explication de cette chose-là est liée au sujet. Parce que le sujet, évidemment, il intervient puisqu'à un moment, il va comparer les deux mesures. À partir du moment où il les compare, évidemment, elles sont corrélées a posteriori. Mais on n'arrive pas à comprendre. La mécanique quantique n'est pas comprise de manière claire. En ce terme-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des objets un peu bizarres, comme l'ordinateur quantique. On ne sait pas comment l'interpréter. C'est peut-être qu'un chat de Schrödinger, l'ordinateur quantique. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas une interprétation claire. On ne sait pas vraiment où s'arrête l'objet et le sujet. Hein? Bon, mais, alors, il y a la logique achoppe sur la difficulté de surestimer, la difficulté qui sont surestimés ou sous-estimer le sujet. Alors, la surestimation du sujet, ça s'appelle paranoïa. Hein. Typiquement, vous connaissez l'histoire, pas d'Achille et la tortue, mais d'Échille et la tortue. Il se promenait et il y a un aigle qui lui a lâché une tortue sur la tête et il est mort, le pauvre Échille, en Sicile. Hein. Bon, on peut faire une version paranoïaque de ça, c'est que c'était un complot. Un complot, on en voulait, les événements, la réalité, on voulait à Échille. Donc, ici, on met évidemment trop de sujets, c'est visiblement un accident. En admettant que l'histoire soit vraie, parce que c'est tellement ancien qu'on ne sait pas trop. Enfin bon, hein, d'accord. Évidemment, quand on passe au miracle, ou en logique, si vous voulez, quand on a un peu trop exagéré, on a essayé de redonner un peu de place au sujet, on a des fois donné beaucoup trop de place au subjectivisme. La paranoïa, c'est le subjectivisme. Et donc, quand on parle de trucs intentionnels, des fois, simplement parce qu'on n'est pas capable d'aller regarder les choses comme elles sont réellement. Mais la chose qui nous guette réellement, c'est pas ça. C'est l'opposé de la paranoïa, c'est la schizophrénie, c'est-à-dire la négation du sujet. Hein. Donc, alors, deux exemples de schizophrénie. Un exemple historiquement très noble de schizophrénie, c'est l'astronomie de Ptolémée. Hein. Donc, on observe la planète Saturne. La planète Saturne, elle fait ça. Au moment où elle retourne. Hein. Et on décide que cette chose qui n'est qu'une parallaxe est en fait due au mouvement de Saturne sur des petites roulettes, qu'on appelle des épicycles. Hein, c'est parce qu'on ne veut pas, on se voit en fait, qu'est-ce qu'on observe? On s'observe soi-même dans le miroir. Ça, c'est juste s'observe dans le miroir et il pense que c'est la réalité. C'est ça le schizophrène. Il se voit dans le miroir, mais il pense que c'est un autre. D'accord? Et donc, on a tendance à faire ça. Bon, les modèles de Kripke, c'est absolument typique, c'est caricatural. Hein. C'est la logique qui réfère à elle-même. Simplement, on l'a écrite en caractère gras et on n'a pas dit que c'était la même chose. On dit que c'est la réalité. Bon, alors, on a beaucoup trop de choses, mais ça, c'est pas des trucs. Et bien entendu, régulièrement, moi, j'entends parler. Ah, il faisait 35 hier, mais alors au soleil, il faisait tant, mon thermomètre est marqué 53. Ben, c'est quoi? Un thermomètre, il est mal placé. Bon, si on met le thermomètre dans un abri, on n'a pas 53. Hein. La température à l'ombre, c'est justement pour éviter de placer le sujet du mauvais côté. Et donc,
comment est-ce qu'on fait donc en logique? Eh bien, on scinde le questionnement, ce processus de questionnement, hein, qui est un petit peu une version expérimentale de la logique. Hein. Bon, on va le scinder. Hein. Et vous allez mettre d'un côté le témoin, si vous voulez, l'objet, et donc c'est les passages questions-réponses. Donc la question, le cadeau, oui, lecteur de DVD, après ici, le menu, qu'est-ce que je choisis dans le menu, etc. Le deuxième lecteur de DVD, non, ici c'est le DVD, ici il affiche le menu, après je ne sais pas, je ne suis pas allé jusque-là. Hein. Et puis l'épreuve, qu'on va appeler épreuve, hein, c'est les passages réponse-question, c'est ce que la machine fait en face. Hein. Et donc, vous avez ces deux morceaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Eh bien, c'est que séparément, le témoin et l'épreuve sont explicites. Les témoins et l'épreuve sont explicites. C'est comme un billet de 500 ce que vous voulez, que vous avez coupé en deux. Hein. Vous avez payé quelqu'un pour tuer quelqu'un que vous n'aimez pas. Hein. Et où il y avait le prix, c'est 500. Mais coupez le billet en deux, vous avez la moitié du billet. Ben, je suis désolé, un billet de 500 coupé en deux, c'est un morceau de papier. Il est complètement explicite. Il n'a strictement aucune valeur implicite. Hein. Donc voilà, vous avez le témoin, l'épreuve. Et quand, par contre, si vous les recollez, eh ben, ça vaut 500 ce que vous voulez, et ça fait beaucoup d'argent. À ce moment-là, donc, il reprend toute sa valeur implicite. On peut acheter des choses, on peut faire des tas de trucs, on peut acheter une Légion d'honneur. Si on connaît Eric Woerth, par exemple, c'est très bien. Bon, d'accord. Hein, c'est très bien. Bon, oh non, c'est pas aussi bon marché quand même. Bon, alors, on arrive au synthétique, c'est-à-dire au format. Hein. Ce qui est important, c'est que les témoins, quand je dis la deuxième moitié, les témoins ne sont pas monogames. Ils sont plutôt comme Brigham Young, le fondateur des Mormons à Salt Lake City, qui en avait 55, je crois. Donc, il y a beaucoup d'épreuves, d'accord, hein. Bon. Donc, il y a beaucoup d'épreuves possibles. Hein. Et donc, il y a une dissymétrie entre la question et la réponse. Et on comprend bien que la réponse, c'est le témoin, et la question, c'est les épreuves. Il y a une dissymétrie. Hein. Il y a plusieurs réponses. Ça peut devenir... Donc, d'accord? La réponse, donc, c'est un témoin, et la question, c'est une collection d'épreuves. C'est cette collection d'épreuves qui définit la question. Hein? Bon, et si on résume tout ce qu'on vient de dire, et ben voilà, on arrive à une série d'équivalences. Hein? Question, c'est la même chose que le sens, c'est la même chose que la contextualisation, un choix d'épreuves. Vous avez l'objet, le témoin, et le choix des épreuves auxquelles vous allez soumettre définit le sens. Hein. Et d'accord. Et c'est ça le synthétique. Le synthétique, c'est ça, c'est le sens. Hein. Alors, j'aime pas trop le mot synthétique parce qu'on a tendance, la tradition, on a tendance quand même à penser que c'est ce qui n'est pas analytique. Et c'est plus que ça, c'est pas ce qui n'est pas analytique, c'est ce qui s'oppose à l'analytique, c'est ce qui donne le sens. Donc c'est pour ça que je vais préférer le mot format, mais vous voyez, c'est le sens, l'usage. Wittgenstein, meaning is use. Hein, on est exactement dans ce truc-là. Et bon, ben, le synthétique est un engagement, c'est une limitation de l'usage, et c'est un engagement, et c'est le sens, et c'est pour ça, et le synthétique, si vous voulez, est lié à la vie, à l'engagement, aux erreurs, alors qu'évidemment l'analytique est liée à la mort, à ce qui ne pose aucun problème, à ce qui ne bouge pas, ce qui ne bouge pas du point de vue intellectuel, on ne fait pas de... Hein, d'accord. Et le synthétique, évidemment, crée le sens, et alors il y a un texte admirable de Borges qui s'appelle Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Et donc, soi-disant, quelqu'un aurait réécrit le Quichotte à Nîmes dans les années 30, hein, exactement, mot pour mot, et il compare une phrase du Quichotte de Cervantes avec une phrase du Quichotte de Ménard. C'est strictement le même texte, mais ce n'est pas le même format. Et dans le format de Cervantes, c'est un texte banal. Et dans le format moderne, c'est devenu un texte d'une profondeur inouïe. Alors que c'est strictement le même texte. C'est le format qui change. C'est le typage, si vous voulez. Hein. Le format, c'est typage, j'emploie pas de mot
Comme ça, mais évidemment, hein, on est entièrement dans le multipage. Hein, et vous avez évidemment l'exemple de sens détourné. Par exemple, Gainsbourg prend son billet et puis il se fait filmer en train de brûler un billet de 500. Hein, vous vous rappelez tous de ça. C'est typiquement du sens détourné. Un billet, normalement, est fait pour être utilisé dans d'autres contextes. Mais pourquoi pas allumer une cigarette avec, hein. Bon. Et alors, parmi les choses qu'il faut absolument réfuter, c'est cette vieille lune de la forme et du fond, c'est-à-dire la sémantique. Hein, je vous donne un exemple. Une des plus belles fables, une des plus beaux poèmes de la langue française, c'est La cigale et la fourmi. Le fond, c'est quoi le fond de ce truc-là? C'est une espèce de moralité à la mormoelle-neu, hein, complètement nulle, alors que le machin est une véritable bijou. La forme est magnifique. Donc, en fait, en réalité, hein, le véritable fond du truc, c'est la forme poétique, et la moralité, c'est juste une forme, un prétexte, parce qu'il faut bien raconter une histoire. Vous voyez bien que ça ne marche pas. La sémantique de La cigale et la fourmi, c'est désespérant. Enfin, excusez-moi. Et pourtant, c'est un chef-d'œuvre, ce machin. Non? Bon, vous voyez bien que ça ne marche pas, la sémantique. Bon. Et donc, en fait, en réalité, ce qu'on appelle le fond, c'est seulement un second format. Et la forme et le fond, c'est simplement la mise en relation de deux formats. Et on dit c'est le fond, c'est parce que c'est un format qui est moins évident. D'accord? Et la sémantique ne fonctionne pas, une des raisons pour lesquelles elle ne fonctionne pas, c'est qu'elle hésite toujours entre l'analytique et le synthétique. Elle ne sait pas si elle doit donner de la structuration, expliquer en donnant la structuration, ou si elle doit en enlever. Et donc elle est toujours entre les deux, et entre deux chaises, et c'est un truc complètement bâtard. Ça fonctionne à peu près, quand ça relie deux formats. Elle ne peut faire que ça. Par exemple, une grande réussite sémantique, c'est la sémantique catégorique. Mais pourquoi tout simplement? Parce qu'on relie deux choses qui ne sont pas faites pour être reliées, qui sont d'une part la logique, d'autre part la théorie des catégories. C'est le Curry-Howard, hein, c'est ça. Hein, mais vous n'allez pas me dire que les catégories c'est plus profond que la logique, ou que la logique est plus profonde que les catégories. Les deux choses sont très intéressantes, et leur relation est évidemment très... Mais il n'y a pas une explication forme et fond. D'ailleurs, le mot morphisme, plus formaté que le mot morphisme, est humeur, parce que morphisme, c'est ce qui se préserve la forme. Alors s'il n'y a pas de format là-dedans, bon... D'accord, hein, et... voilà, et donc évidemment, la caricature académique de la sémantique, eh ben, c'est quand vous apprenez des choses comme ça en caractère gras, parce que caractère gras, c'est plus profond, c'est au fond, parce qu'évidemment, au fond, il coule. Hein, bon, mais enfin, est-ce que c'est sérieux? Il y a des Journal of Philosophical Logic qui publient que ça. Il publie cet article depuis, je ne sais pas combien, depuis 50 ans, au moins, il publie toujours cet article, chose en caractère gras, d'accord, hein, qu'on appelle sémantique. Alors maintenant, voilà quelque chose de très important, c'est le paradoxe de Richard, ce monsieur, qui apparemment était un Français, qui n'est connu que pour ça, le paradoxe de Richard, et qui se pose la question de définir un entier. Alors, je vous rappelle, par exemple, que 1729 peut être défini comme le premier entier qui s'écrit de deux manières différentes, comme somme de deux cubes. 1000 plus 729 ou 1728 plus 1. Hein, voilà l'exemple de définition. Hein. D'accord? Et Richard m'a dit, plus petit nombre, pas définissable en moins de 20 mots. Bon, alors ça, c'est évidemment, c'est une antinomie. Hein. C'est une antinomie, hein, et que vous pouvez soigner en formatant. Antinomie, en formatant, hein, ce que les gens ont dit à l'époque, ils n'ont pas dit formater, c'est moi qui dis formater, mais ils ont dit c'est définir n'est pas précis, n'est pas assez précis. C'est pour ça qu'il y a une antinomie. Hein. Et la personne qui a vraiment fait ça, c'est Gödel. Gödel a carrément dit au début de son texte qu'il voulait donner une version rigoureuse du paradoxe de Richard, et il avait sans doute en tête de trouver une contradiction. Moi, il ne faut pas s'imaginer que Gödel n'a jamais digéré son théorème. Il ne l'a jamais réellement digéré, et je pense qu'il l'a donc certainement pas anticipé. Hein, bon, et donc vous appelez définissable, je l'ai noté dans cette police-là, définissable une définition précise à partir de systèmes formels, de langage, etc. Bon, je peux vous donner 3 ou 4 variantes de la même chose, mais ça donnera toujours le même résultat. Hein. Vous obtenez une définition exacte,
pouvez donner ça, définir ça précisément, mais cette définition rigoureuse n'est pas une définition dans ce sens-là. Elle échappe. Hein, c'est ça le théorème d'incomplétude. Donc, ouais, c'est la deuxième version du théorème d'incomplétude. Hein. On avait vu l'indécidabilité, ça c'est la version Richard. 2 fois déjà. Hein. Ouais, il ferme une sacrée porte. Hein, là. Bon, je ne peux pas dire que... Hein. Et en fait, le format, c'est à la fois protection et répression. La meilleure image du format, c'est la carapace de la tortue. C'est très confortable, carapace de tortue, mais c'est pas très commode quand même pour se déplacer. Ça vous empêche de faire certaines choses, et de même le formatage de la définissabilité vous empêche de définir certaines choses. Il vous empêche au total de définition légitime. Hein. Alors, en politique, eh ben, évidemment, le format politique, c'est l'ordre, au dépend de la liberté. Aucun problème. Hein. En art, eh ben, ça stimule la création. Vous avez qu'à aller à la Pinacothèque de Sienne, par exemple. Vous allez voir le format, il est pourtant chiant, le format, c'est juste des crucifixions. Donc vous imaginez quelque chose de plus stupide que ça, juste montrer des gens comme ça, et c'est des chefs-d'œuvre. Simplement, bon, au bout de 200 ou 300 ans, le format devient académique et devient une limitation. Hein. C'est pour ça qu'on change de format de temps en temps. Hein. Et les langages logiques, les systèmes, les langages de programmation, etc., ben, évidemment, c'est la rigueur. Mais le prix à payer à la rigueur, c'est l'expressivité. Il y a un prix. Et donc ça, c'est dit très clairement par Richard, et on ne peut pas y échapper. Hein. Alors, le format des aspects extrêmement négatifs. Alors, je pense que le pire, c'est l'Église catholique. Il n'y a rien de pire que l'Église catholique, qui a absolument prétendu être pour les pauvres, pour les machins comme ça, et qui étaient dans leur palais gigantesque. Il n'y a qu'à aller à Rome, voir un petit peu les Farnèse et compagnie, comprenaient un petit peu donc abus religieux, et puis ils ont beaucoup abusé politiquement. Le pouvoir temporel des papes, c'était pas drôle. Hein. Donc voilà un exemple d'abus de format. Hein. Toujours dans le domaine politique, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est le tchin tsariste. C'est-à-dire la table des rangs, il y avait 14 rangs, ça avait été mis au point par Pierre le Grand, sans doute pour calmer un peu les révoltes de boyards et de nobles. Et par exemple, au 6e rang, on s'appelait conseiller de collège. Si vous lisez les romans russes, conseiller de collège, c'est le titre de, comment il s'appelle, Oblomov. Vous savez, Oblomov, il était conseiller de collège. Le père de Lénine était conseiller de collège. 6e rang de machin, donc vous êtes noble déjà, c'est de la noblesse, mais vous n'êtes pas encore héréditaire. Et donc il travaillait comme c'est pas possible, jusqu'à la Révolution. C'était évidemment un format complètement de corruption absolue. Hein. Bon, je ne sais pas, des choses qui ne marchent pas. Bah, l'idéalisme allemand, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, avec Hegel, il commence quand même à s'embourber un peu dans des choses qui ne veulent plus dire grand-chose. L'apogée, c'est évidemment Kant. Hein. Bon, oui, donc, cette chose. Et en programmation, on a dit que les gens qui programmaient dans je ne sais pas trop quel langage, dans les années 60, ils écrivaient n'importe quoi. Ça n'avait aucune rigueur. Et donc, il fallait se débarrasser de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, hein? D'accord? Et donc, la tentation, c'est la tentation qualenquiste. Je vais expliquer ce mot. La tentation de la prise directe. Puisque les formats ne sont pas bons, hein, on va aller en prise directe. Et vous voyez qu'il y a un problème, puisque, par exemple, de Richard, il dit qu'il faut un format. Hein, et là, on va en prise directe, on va aller sans format. On va faire du non typé, si vous voulez, d'accord? Hein? Et George Orwell a très bien répondu à ça. Il nous a parlé d'une société non formatée, non typée, Animal Farm, somewhere were more equal than others. Donc, dans le système non formaté, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est un peu bizarre. Hein. Bon. Alors, le qualenquisme, hein, alors ça nous vient de quoi? Ça nous vient d'un parti éphémère néofasciste italien de 1946, le Parti de l'homme quelconque. Alors, j'ai pris ce mot qualenquisme parce que j'aurais pu prendre populisme, mais populisme sonne trop... je peux pas dire que la philosophie analytique, par exemple, est populiste. Je peux dire qu'elle est qualenquiste. Ça veut dire que qualenquiste, ça veut dire qu'on n'a pas de format, on est tous pareils, d'accord? Ça se comprend mieux, vous voyez?
C'est moins. Essayez de ne pas utiliser des. Alors, tous pourris, hein, alors évidemment. Alors, ça veut dire chaque fois qu'on a une prise directe avec le peuple. Hein. Donc, le peuple, maintenant, ils en ont inventé un nouveau en Italie, c'est Pepe Grillo, il est en prise directe le peuple à travers Internet. Hein. Mais qui est-ce qui trie? Mais il y a toujours un doute qui trie, parce que le peuple, il ne parle pas directement. C'est pas vrai. Hein. Si vous croyez que le peuple parle directement, c'est faux. Hein. Il y a dans la religion protestante, il y a des tendances comme ça. Moi, je connais un petit peu les histoires de la guerre des Cévennes. Je la connais même assez bien. Et ils étaient devenus complètement des convulsionnaires. Ils étaient en relation directe avec Dieu, un peu comme les évangélistes américains. Et les enfants se mettaient en transe, etc., décidaient s'ils faisaient une attaque ou non, etc. Ils avaient le rapport direct avec Dieu, sans l'intermédiaire de l'Église. Vous voyez, très clairement, c'est une réaction contre l'Église catholique, où on prétend qu'on va tout un tas de dogmes, mais en fait où on abuse complètement du format. Le format catholique est évidemment tellement mensonger que ça bon. Et c'est pareil, bon, l'espionnage universel prétend qu'on va tout savoir et qu'on va tout imaginer, donc quelque part, mais c'est complètement faux parce qu'on ne peut pas le traiter. Et donc on traite ça, on confie ça à une société qui va s'occuper de traiter, de savoir ce qui est important, ce qui n'est pas. Et c'est toujours, toutes ces sociétés sont des fascistes. Ce n'est pas toujours les mêmes, il y a des tas mais c'est tous des gens qui ont leur idée particulière sur une manière de gérer le monde. On peut pas, il n'y a pas d'espionnage universel neutre, si vous voulez. Hein. Et on a un exemple informatique qui est très intéressant, c'est Prolog. Donc Prolog, qui est basé sur la programmation logique, et ils ont eu le baiser de la mort des Japonais, qui ont dit c'est la 5e génération, et ils s'en sont jamais remis de ça, parce que ils ont dit voilà, la programmation n'est pas rigoureuse, les gens font n'importe quoi, et donc on va programmer sans idée de programmation. Ce qu'on appelle la programmation déclarative. Vous posez la question, et puis la logique va résoudre. Hein. Bon, alors programmation sans idée algorithmique, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas efficace, etc. Il faut des idées. Imaginez un algorithme de tri, par exemple, que vous programmeriez juste en posant la question. Vous ne trouverez jamais les algorithmes astucieux qu'on peut avoir. Hein. Et en fait, en embuscade, de même que chez les populistes, il y a toujours un dictateur qui est caché derrière, et bien ici, vous aviez finalement les instructions de contrôle, et Prolog s'est révélé le langage le plus inefficace jamais existé, parce que ce soi-disant instructions de contrôle, c'était du pilotage à vue, qui ne marchait pas. Lui, il dit, bien, je pense que ça va aller, puis en réalité, bon, il ne voyait pas les conséquences à long terme. Hein. Donc oui, c'est très intéressant. Et la philosophie analytique, c'est la même chose. Hein. C'est des gens qui, en réaction contre l'idéalisme allemand, donc contre les excès de Hegel et de la suite, ont décidé qu'on n'aurait plus de concept. On va faire de la sémantique. Hein. On se réduit à la sémantique, mais évidemment la sémantique, c'est un truc qui est formaté, donc on va réduire quelque chose qui est dans un format. Mais on ne le dit pas. On fait semblant que, vous voyez, le truc... Par exemple, prenez la sémantique de Dieu. Ah, c'est quoi la sémantique de Dieu? C'est l'infini? Alors c'est quoi un cardinal? Vous pouvez rigoler, hein. Vous pouvez rire hein, sur la sémantique de Dieu, bon, d'accord. Et donc, en fait, la philosophie analytique, elle prétend réduire les choses à la logique, mais en fait, vous regardez les logiques, c'est des logiques horribles, logiques épistémiques, etc. C'est des logiques complètement ad hoc. On a déjà une idée avant, et puis on fabrique la logique qui fait ça, et puis on dit, regardez, comme je suis analytique, regardez, je l'ai prouvé. Mais c'est pas vrai. Hein. Vous voyez, oui, ils fonctionnent tous pareil, hein, ces gens-là. Hein. Et alors, bien entendu, vous avez le plus drôle, c'est l'abduction logique. L'abduction logique, donc, c'est le pendant de la loi de Lynch. Hein. Comme dit Hergé, j'ai donné l'alarme, on a immédiatement pendu 7 nègres. Le coupable court toujours, c'est ça, l'abduction. Hein. Hein. Et ça fonctionne comment? C'est la recherche des causes dans un univers sans format. On a enlevé le format et on pense qu'on va trouver les causes sans format. Il est arrivé j'ai pas le temps de raconter, mais une mésaventure à M. Simenon en 1934, quand il s'est pris pour Maigret, et il a fait une enquête pour Paris Soir.
en se prenant pour Maigret. Et en fait, il s'est fait manipuler par un policier fasciste qui s'appelait Bonny, qui était un véritable criminel, qui a été fusillé à la Libération pour gestapisme. Et Simenon se croyait vraiment qu'il allait faire une enquête comme Maigret. Enfin, il s'est fait légèrement abîmer par les gens qu'il avait fait mettre en prison sans aucune raison. Vous n'avez qu'à lire le livre de David Assouline sur ce sujet, vous allez vraiment rigoler. Et donc, en fait, on voit très bien que l'abduction est vraiment une vision schizophrène du raisonnement, puisque vous parlez d'une chose formatée, vous avez un format, vous êtes dans un jeu de pistes et vous dites, vous niez le format, vous niez le fait que Simenon nie le fait que c'est lui qui écrit les romans de Maigret, et que c'est lui qui choisit les situations. Hein. Alors maintenant, des exemples de structuration, puisque j'ai parlé dessus, eh bien, la structuration catégorique est particulièrement intéressante. Alors on peut distinguer 3 niveaux de réponse. Hein. Le niveau que j'ai appelé moins 1, moins 2, moins 3, parce que c'est le niveau de fondement. Oui, donc le niveau moins 1, c'est la vérité. Hein. Niveau moins 2, eh ben c'est oui, un lecteur de DVD, mais vous pouvez le prendre essentialisé. C'est-à-dire c'est le lecteur de DVD, mais quelque part, il y a écrit lecteur de DVD, vous faites confiance. C'est un lecteur de DVD. Niveau moins 3, c'est lecteur DVD interactif, autrement dit, vous allez le soumettre au questionnement, vous allez l'utiliser pour vérifier qu'il lit bien vos DVD. Hein. Alors, le niveau moins 2 est fonctionnel ou catégorique, c'est la même chose, hein, c'est ce qu'on appelle Curry-Howard. Hein, et l'implication au sens performatif, oui, j'ai utilisé le signe thèse de Jensen, devient une fonction. Hein. Donc, pour argument, on prend un témoin pour A, et pour résultat, on obtient un témoin pour B, qu'on obtient évidemment seulement on fait une coupure, donc on les met en contact, et après explicitation. Donc vous voyez, la structuration catégorique oublie la distinction implicite-explicite. Elle la refuse. Hein, le calcul ne coûte rien pour les catégories. Hein. Donc évidemment, les catégories se placent dans un monde essentialiste, préformaté, hein, donc avec les morphismes qui préservent la forme, la structure, hein, et un monde statique qui ignore le calcul, la dynamique. Alors, mais c'est évidemment, c'est pas bon. Il y a ses limites, mais une fois qu'on les sait, ça peut être très intéressant. Moi, j'en ai beaucoup profité, puisque les espaces cohérents que j'ai introduits en 1965, hein, c'est une interprétation catégorique qui, en reprenant le mécanisme style Curry-Howard, a donné lieu à la logique linéaire, hein, et en particulier fait apparaître la négation pure. Il y a une opération assez bizarre, un espace cohérent, c'est juste un graphe. Et on change on prend le complémentaire du graphe en quelque sorte. Et ça fait une opération évolutive. Et ça ressemble à une négation, évidemment. Tout ce qui est involutif ressemble à une négation. Involutif contre invariant, ressemble à une négation. Et en fait, c'est la négation. La négation à l'état pur. Et donc la négation linéaire. Donc le grand choc à l'époque, c'était qu'elle était involutive et constructive, alors qu'on avait appris que toute la tradition, tout à fait noble d'ailleurs, qui nous vient de l'intuitionnisme, nous dit que la négation n'est pas involutive. D'accord ? Et là, elle était involutive. Alors là, évidemment, ça pose des tas de questions. Hein. Alors, l'autre lecture, quand on va au niveau moins 3, c'est format et jeu. Hein. Alors, niveau moins 3, dit dynamique. Hein. Donc, vous avez une espèce de dialogue qui est un questionnement interactif. Hein. Le témoin apparaît comme une stratégie et l'épreuve comme une contre-stratégie. Donc, vous avez une stratégie pour faire quelque chose, une contre-stratégie. Donc, typiquement, la discussion qui va se produire autour du cadeau, qui est le lecteur de DVD, hein, peut être vu comme un jeu. Et vous voyez qu'on n'est pas statique ici. Hein. Et alors, la question se pose, c'est le statut de la négation, justement. Le statut de la négation, statut de la négation, donc excusez-moi, je ne l'ai pas noté là, mais elle apparaît naturellement dans les jeux, c'est simplement l'échange des joueurs. Vous échangez les questions et les réponses, échangez les joueurs. Hein, bon, elle apparaît
pouvez expliquer la négation, là j'emploie un mot assez prétentieux, alétique, c'est ce qui réfère à l'éthéia, quelque chose comme ça veut dire vrai, vérité, quelque chose comme ça. Hein. Non A est vrai quand A n'est pas vrai. Bon, merci Monsieur Tarski, il fallait y penser à dire une chose aussi originale que ça. Hein. Bon, mais donc évidemment c'est pas ça que veut dire la négation, c'est pas possible. Hein. Alors, je préfère le mot déontique. Hein, déontique, qui veut dire qu'il y a un rapport, aux interdictions, aux permissions, aux interdictions. Hein. Eh ben non A, c'est les murs. Non A, ce sont les interdictions. C'est ce qui m'empêche de faire n'importe quoi quand je fais A. Hein. C'est donc le format. La négation, c'est le format. C'est ce qui limite ma liberté. Hein. D'accord ? C'est les murs de la prison, ce qui s'oppose à A. Et j'aime bien la phrase d'Audiberti, la prison appelée la vie enferme toutes les prisons. C'est dans le Retour du divin, je trouve que c'est très approprié pour ce genre de choses. Et alors, il y a quelqu'un, donc un philosophe qui est quand même plus problématique que Kant, qui est Hegel, et qui a compris quelque chose comme ça, mais alors c'est pas sûr qu'il ait compris ce que moi je pense qu'il a compris. Ce que je peux dire, c'est que je trouve qu'Hegel a saisi quelque chose. Hegel a dit, voilà, la négation, c'est les fondements contradictoires. C'est-à-dire, A s'applique sur non A et non A s'applique sur A. Et alors les gens ont dit A. Qu'est-ce que c'est ridicule? Qu'est-ce que c'est ridicule? Et Hegel a eu droit à toutes les infamies. Toutes les infamies. On l'a traité de nazi alors qu'il était mort bien longtemps avant la naissance d'Hitler, alors qu'on ne fait pas ça pour Frege, lui qu'il était vraiment. Bon, alors je ne sais pas, c'est pas très correct hein, bon, de dire ça, mais il a droit à toutes les infamies, le pauvre. Hein. Et alors, du point de vue à l'éthique, évidemment, c'est absurde, à cause de la consistance. Parce qu'évidemment, si vous avez A, si A est vrai, eh bien, non A est faux, et donc vous ne pouvez pas fonder le vrai sur le faux. Alors là, l'insulte, déjà qu'il était nazi, on a dit « Ah, mais c'est un logicien paraconsistant ». Franchement, il n'avait pas besoin de ça comme insulte, c'est quelque chose. On reviendra sur le paraconsistant plus tard, hein. Le troisième exposé, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Donc c'est absurde à cause de la consistance, mais si vous le prenez de point de vue déontique, A et sa négation linéaire, la négation linéaire, donc c'est pas tout à fait la négation, mais c'est assez proche quand même, hein, et bien coexistent. Et que tout simplement, eh bien, vous avez effectivement des possibilités d'avoir A et non A au niveau déontique, c'est-à-dire uniquement en regardant que les formules charrient des interdictions, des possibilités des interdictions et non pas de la vérité. C'est tout le travail que j'ai fait il y a 25 ans, si vous voulez. Hein, bon. Et donc, ces choses-là. Et donc, en fait, on peut comprendre Hegel comme ça, mais je ne sais pas si Hegel voulait dire ça. En tout cas, ça montre en tout cas qu'il c'est pas la peine de le traiter de logicien paraconsistant, qu'il a même des choses qu'on peut le lire de manière sérieuse aussi. Hein. Bon. Et quand on regarde un petit peu donc, comment se passent les jeux du point de vue cet âge, vous apercevez que le questionnement met les témoins et les épreuves comme des objets analytiques homogènes. Vous dites qu'ils sont même séparément implicites et mis ensemble, ça crée l'état. Vous avez bien compris pourquoi. Vous avez QR, hein, R, Q'. Et QR et R, Q' ensemble, ça vous fait QR, Q'. Vous voyez, ça crée un lien de. Hein, ça fait dialoguer les choses. Hein. Donc A contient les témoins pour A. L'énoncé A, si vous voulez, la formule A, c'est l'espace des témoins pour A et des épreuves pour non A. Donc il contient des témoins qui sont des vrais témoins, mais aussi les épreuves. Hein, et bien sûr, par dualité, non A contient les témoins pour non A et les épreuves pour A. Donc vous voyez, ça c'est une dualité de style hegelien. Hein, d'accord. Et on n'a pas besoin de règle du jeu quand on fait ça, puisqu'en fait, la règle du jeu de A, c'est non A, c'est-à-dire c'est l'espace dual. Si vous connaissez un, l'autre est obtenu par dualité. Donc il n'y a pas besoin de règle du jeu, pas besoin de cet essentialisme qui dit qu'il y a une espèce de flic de Dieu qui vérifie si on fait ce qu'il faut. Alors la négation comme format, quelque chose d'assez intéressant. Hein, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que les noms de peau aborigènes ici?
C'est un système qu'on trouve en Australie. Hein, les noms, alors, ils sont absolument impossibles à reproduire. Et en fait, ça gouverne la connubialité. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un nom, c'est pas vraiment un prénom. Ça serait plutôt comme une initiale intermédiaire ou un nom patronymique, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est un typage. Ça vous dit que vous êtes de type là, donc il y a 8 types possibles. Et donc quand vous êtes du type A, vous devez épouser quelqu'un qui est du type B. Et les enfants sont du type C. Attention, il faut savoir, c'est pas le même type suivant, si on échange les hommes et les femmes ici, si vous n'avez pas les mêmes enfants. D'accord? Ils ne s'appellent pas pareil. Bon, et bien maintenant, ce truc-là, donc on trouve ça avec énormément de variantes de noms, mais c'est toujours le même système. Dans tous les endroits d'Australie, c'est très important parce que c'est des tout petits groupes. Et donc le problème de l'inceste est évidemment très grave. Et je me suis amusé, je regardais, j'ai fait un cycle d'inceste. J'ai pris le système de noms, et j'ai fait un cycle d'inceste. Et vous voyez, donc, vous partez ici d'un père. Après, donc, il a une fille qui va être mère. Cette fille va être un enfant qui va être père, qui marie quelqu'un, qui épouse quelqu'un ici, et puis vous remontez. Hein, uniquement de père, 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 et là, vous avez un cycle. Donc ici, bon, l'enfant qui a été créé par ce mariage, il aura un redoublement de son arrière-grand-père, si j'ai bien compté. D'accord? Ou de son arrière-arrière-grand-père. Hein? Et c'est un inceste entre arrière-petits-enfants. D'accord? C'est très intéressant. Donc ils ont fait ça. Hein? Ils ont fait ça. Donc dans mon bouquin, je me suis amusé. J'ai pris des noms, j'ai pris des prénoms français ambigus comme Claude, Dominique, tout ça. On peut en trouver 8. On n'en trouverait pas 16, mais on en trouve 8 sans problème. Et donc j'ai reproduit un tableau comme ça. Hein? Et les réseaux de démonstration, c'est la même chose. Ben, évidemment, je ne suis pas d'origine aborigène, hein, ça se saurait, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça interdit des cycles. Bon, alors, le nom de beau aborigène introduit simplement les cycles trop courts, quoi. Hein? Vous ne pouvez pas avoir d'inceste entre entre cousins germains, c'est pas possible, par exemple. Vous voyez, hein? Bon, un réseau de démonstration, c'est tout. Les épreuves, les réseaux de démonstration, les épreuves sont les démonstrations virtuelles de la négation. Et la condition, c'est que ça doit être connexe et acyclique. Et ça vous donne une condition de correction qui est dans la classe de complexité NL. Hein? Donc ça peut se vérifier. Hein? Et donc le critère de correction, de démonstration, c'est une justification déontique de la normativité. Autrement dit, vous aviez des règles logiques. D'habitude, on nous dit que les règles logiques, elles préservent la vérité, elles viennent de Dieu, ce que vous voulez, tout un tas d'âneries. Et là, vous avez une justification déontique, tout simplement. Les règles, c'est exactement ce qui produit pas de cycle. Point. Hein? D'accord? Alors, en fait, cette chose-là était déjà présente chez Herbrand. J'ai découvert ça, qu'il y a ça dans le théorème d'Herbrand. Donc voilà, deuxième raison d'Herbrand, la modernité d'Herbrand. Hein, la modernité d'Herbrand. Tout simplement, vous voyez, quand vous avez des quantificateurs, Herbrand, il s'intéresse aux formules quantifiées, hein, formules prénexes. Vous avez les existent en fonction des pourtours, les y en fonction des x. D'accord? Et maintenant, vous trouvez des solutions, mais vous trouvez les solutions, donc vous écrivez les y en fonction des x. C'est ça la solution logique. Mais il y a des dépendances interdites. Si vous écrivez, par exemple, il existe y pour tout x, vous allez écrire que y comme fonction formelle de x. Et vous voyez, par exemple, si vous avez écrit y égale tt de x, vous voyez que si vous remplacez x par f de y, vous avez un cycle à l'unification. C'est pas possible, ça. D'accord? Voilà. Ça, c'est Herbrand. Donc Herbrand, vous voyez, c'est une justification existentialiste, si vous voulez. Donc ce n'est pas quelque chose à comparer directement avec Gensen. C'est une autre approche. Gensen, lui, il est essentialiste, il vous donne carrément un machin comme ça. Alors évidemment, ça va complètement contre la sémantique, tout ça, puisque, par exemple, en sémantique, tout le monde en logique a déjà entendu parler de cercle vicieux. Vous avez déjà vu la sémantique d'un cercle vicieux, vous? Ça n'existe pas, ça ne se matérialise pas. Hein? Ils n'ont pas de réalité. Hein? Et vous voyez par exemple le dialogue déontique. Hein? Comment on vous explique la différence entre pour tout et il existe pour tout? On vous dit
On vous dit une lapalissade. Il existe pour tout, le Y ne dépend pas de X. Bravo, hein, on se fatigue quand on dit ça. Ici, ben, vous voyez ce qu'on vous dit, on vous crée carrément un cycle. C'est pas fondamentalement loin de ce qui se passerait avec le nom de peau aborigène. Sinon, que ces gens-là, on dit, bon, ben, c'est des barbares, etc. Mais oui, il faut quand même penser, il y a de la logique là-dedans. Hein? D'accord ? Alors, l'existentialisme logique, hein, eh ben, il apparaît comme ça. Matthieu 7.1, hein, ne jugez pas parce que vous serez jugés. Hein. C'est une chose évidemment très importante, comme quoi il y a des choses intéressantes quand même dans la Bible, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Et on va mettre en dualité, donc vous allez mettre les épreuves. Comment est-ce qu'on va savoir comment être jugé ? On va mettre les épreuves en dualité. Vous avez les épreuves pour A, les épreuves pour A, et ben, juger les juges, c'est juger les épreuves. Donc c'est faire des épreuves pour les épreuves. Donc on ne va pas faire des âneries, genre méta-épreuve, etc. Bon, là c'est... Enfin non, simplement les épreuves, hein, on les met en dualité. Hein. Et alors, eh ben, c'est quoi un format ? Eh ben, c'est un ensemble dual d'épreuves. Dual de quoi ? Ben, dual de sa négation. D'accord ? Alors j'ai mis ça en œuvre, alors je dirais que c'est de la logique du XXIe siècle, puisqu'en fait j'ai terminé ça en 2001, je crois. La ludique, c'est une explication de la logique qui est basée comme ça, complètement existentialiste. Hein ? Existentialiste, c'est uniquement des épreuves en dualité, il n'y a pas de format a priori, il n'y a pas de format qui est écrit avec des mots, vous avez le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est juste des trucs en dualité. Hein ? Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que le questionnement individuel, c'est-à-dire que vous mettez deux épreuves ensemble, hein, et ben, donc évidemment, donc, tout se ramène au choix des épreuves. Parce qu'une fois que vous connaissez vos épreuves, c'est facile, vous avez les objets en face, c'est ceux qui vont passer les épreuves, hein, les témoins. Hein. Alors le questionnement individuel est analytique, parce que vous pouvez toujours vérifier, calcul, ça fait bip, c'est comme une tablette Ouija, hein, ça fait bip. Hein. Les épreuves sont en nombre infini. Donc vous trouvez un petit peu dans un phénomène à la Popper, si vous voyez un petit peu la philosophie de Popper, hein, qui est quand même nettement moins con que la philosophie analytique. Hein. Donc vous avez un nombre infini d'épreuves. Le problème, vous voyez, c'est que le phénomène poppérien, c'est que vous n'arriverez jamais au bout, déjà. Hein. Par exemple, Popper, il va vous dire qu'une loi physique, c'est ce qui se vérifie à un degré de précision arbitraire. Ben, vous n'arriverez jamais au bout de la précision. D'accord ? Hein. Et le problème de l'exclusion, maintenant vous avez deux épreuves qui se refusent. Évidemment, il y en a une que vous allez garder et vous n'allez pas garder l'autre. D'accord ? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre l'une dans A et l'autre dans non A, puisqu'elle s'exclut. Hein ? Donc il faut refuser. Ben, c'est pas possible de savoir laquelle. Et savoir laquelle, c'est tout le phénomène de la complexité logique, hein, la complétude. Alors, l'existentialisme, vous voyez, pose ce problème, c'est que c'est une version juste du format. Il vérifie vraiment la justice, mais c'est impraticable. C'est ce que disent les l'existentialisme, si vous voulez, c'est la pensée de gauche, pour simplifier. Les gens de droite disent l'existentialisme, c'est la chienlit. C'est la chienlit, c'est le bordel. C'est le bordel, il ne faut pas ça. Hein. Et évidemment, quel est le problème ? C'est que c'est impraticable. Si vous serez toujours en train de tester, et qu'est-ce qui vous dit d'ailleurs que si vous avez fait un test une fois, que vous le faites une deuxième fois, ça va vous donner la même chose. Même ça, c'est une loi. Toutes les lois doivent être testées, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein. Et puis il y a l'incertitude par rapport au test même. Ici, on ne sait même pas quel est un bon test, quel est un mauvais test. D'accord ? D'accord ? Et donc c'est pour ça que finalement, il faut revenir un peu à la méthode militaire, à l'essentialisme, à l'axiomatikos, à l'officier. Hein, l'axiomatikos. À l'axiomatikos, vous lui posez une question, il a une seule réponse. Fusillé. Posez pas de questions à l'axiomatique. Donc on va essayer d'arranger ça un peu. Hein. Et ça a une qualité, ça a quand même une qualité, c'est une qualité de la méthode militaire, mais il y en a une seule. Hein. C'est la qualité, si vous voulez, qu'a la charia. Pas beaucoup de qualité, à mon avis, la charia, mais c'en a une. On ne la discute pas. D'accord ? Et c'est ça la qualité, ça produit la certitude. Mais à quel prix ? Parce que, d'accord ? On ne la discute pas. Voilà. Donc c'est ça
Et donc ça va nous amener au troisième exposé, où est la certitude, de quoi peut-on être sûr? Parce que, vous voyez, on arrive à comprendre, mais il y a un moment, on n'est plus sûr de rien, quoi. Voilà.